bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois non plus le député Serge Letchimy, mais le président de la collectivité territoriale de Martinique, en la personne donc de M. Serge Letchimy. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de me recevoir. Bonjour à toute la Martinique. Et c'est la toute première émission que vous faites depuis votre élection. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Alors, déjà, les élections, Monsieur le Président, est-ce que vous attendiez à ce score, à ce suspense? Parce que vraiment, on était accrochés à la télévision à regarder les résultats. J'ai déjà fait, mais je tiens à remercier les électeurs et les électrices qui sont sortis et qui ont voté, quel que soit le choix. Puis, deuxièmement, ceux et celles qui ont pris un bulletin Letchimy, l'Alliance, avec Nicaise Morose, Josette Manin et Bruno Nestor à zéro, les remercier du plus profond du cœur parce que la bataille a été rude, difficile, compliquée, mais nous avons persévéré sur une ligne à la fois politique, d'élection, de mobilisation, de teneur de propos, d'éthique, de valeurs. On n'a pas lâché, on est resté sur la même ligne, y compris ne pas gagner. Bon, mais je ne vends pas mon âme pour un plat de lentilles. Donc on est resté sur un axe, parce que pour nous c'était essentiel. Si on n'était pas resté sur cet axe-là, on n'aurait pas eu le comportement qu'on a après élection. Parce que ça correspond au comportement qu'on a. Sûr. Parce qu'on a fait un choix, c'est pas un comportement conjoncturel. Tout le monde a dit, et ça a diré, c'est normal. Mais c'est une vraie attitude qui a été partagée par l'ensemble des membres de l'Alliance. Et nous sommes restés vraiment fidèles à ça. Donc c'était très difficile. Très honnêtement, quand on va en élection, on ne spécule pas. On fait tout pour gagner. Et puis on se prépare aussi à la défaite, à la victoire, très humblement, se plier à la décision du peuple. Je suis très heureux pour la population martiniquaise. Je pense vraiment que la Martinique va s'engager et je ferai tout pour respecter mes engagements. Sur une autre ligne politique, une autre ligne économique, une dynamique, une vision, un rythme extrêmement élevé. Je demande pardon à ceux qui vont travailler avec moi, mais je ne peux pas faire autrement. Le rythme sera très très élevé pour pouvoir rattraper ce que nous avons perdu et dessiner un autre chemin. Il paraît que vous auriez dit à vos colistiers, ceux qui sont élus, de s'attendre à travailler durement, sinon de démissionner. Parce que là, ils viennent là, c'est pour bosser. Le chantier est immense. J'ai cru comprendre ça. J'ai pas dit ça exactement. Bon, j'ai dit ça avec mes mots. J'ai effectivement dit qu'il y aura un rythme très élevé, vraiment très élevé, et on risque de se lever très tôt et on terminer très tard. Depuis que je suis élu, je commence à 8h30, 9h, je finis à 11h. J'ai simplement 20-30 minutes pour déjeuner. Et oui, le rythme nécessairement sera élevé. C'est pas seulement un rythme intellectuel, politique, c'est un rythme physique aussi, parce que vous devez vous déplacer, être présent partout. Et il faut dégager du temps, parce que c'est vrai qu'à la famille, je respecte, mais il faut absolument dégager du temps, parce qu'autrement, on risque de se trouver en difficulté. Je pense que les colistiers ont partagé ça. J'ai simplement indiqué que nous allons faire un bilan à 3 ans. C'est-à-dire, si dans 3 ans, je veux un bilan individuel et collectif. Et bien sûr, on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes personnels, des problèmes de famille. On peut aussi considérer que le rythme est trop élevé. Et à ce moment-là, nous savons qu'il y a des personnes là qui attendent et qui peuvent aussi assumer les fonctions. Comme dans une équipe de football, hein, celui qui est fatigué quitte le terrain. Voilà. Donc tout le monde tombait d'accord avec ça. Voilà, donc je pense que c'est 6 ans de combat et de travail acharné pour pouvoir rattraper les retards et remettre la Martinique à un niveau capable de résister aux effets de la mondialisation. Et on a des expériences là, claires qui arrivent, Covid, etc. Alors justement, c'est déjà l'un des gros problèmes de votre mandature là, savoir que la Covid est repartie à la hausse, que nous sommes impactés, peut-être la semaine prochaine, plus de 1000 cas en Martinique. Quel est votre avis sur tout ça, Monsieur le Président? Moi, je suis très préoccupé. Je le dis solennellement, je suis très inquiet, très inquiet. Pour quelle raison? Parce que pour la première fois, on approche la barre des 1000 cas. On n'avait jamais connu ça, c'est-à-dire on était à 875 à un moment donné. Et on est passé à 1000 cas, de 60 cas à 1000 cas.
en très peu de temps. Donc, ce qu'on dit concernant les variants, mais bien que le variant Delta ne circule pas encore ici, c'est le variant anglais, a priori, comme on l'appelle, qui circule énormément, cette croissance exponentielle, en si peu de jours, montre qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. En plus, si le variant Delta arrive, qui est 60% plus contagieux que le variant classique, ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, d'autant plus qu'on a un niveau de vaccination ici qui est de l'ordre de 20%. Et pour les personnes au-delà de 65 ans, donc un taux de vaccination relativement faible. Donc on a à la fois, on a un troisième élément, c'est qu'on est dans une période de vacances, avec des attitudes et des souhaits et des volontés des jeunes qu'on peut légitimement comprendre. Vous êtes jeune, vous avez envie de vous amuser, etc. On peut légitimement comprendre. J'ai ma fille, je la retiens, non, tu sors pas, bon. Mais il y a aussi l'arrivée des gros porteurs qui viennent de partout. Oui, alors, il y a ce risque-là, c'est le transport. C'est pas eux, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est eux qui font ça. Non, mais Delta arrive par ce biais-là. Bon. Donc nous avons le cocktail qui peut faire exploser la situation locale sanitaire. On est déjà à près de 30 personnes hospitalisées, dont 6 ou 7 en réanimation. Donc on peut avoir un débordement aussi de ce côté-là. Donc, pour moi, je suis extrêmement inquiet. D'ailleurs, je fais une note aux EHPAD qui sont sous notre responsabilité pénale pour demander le renforcement des moyens de contrôle, d'entrée, d'accès, d'être extrêmement vigilant, parce que ma grosse peur, c'est les jeunes peuvent résister physiquement, mais les personnes âgées, non, notamment les personnes fragiles. Ouais. Donc j'ai très peur qu'il y ait quelque chose qui se passe et puis qu'on soit amené à perdre des vies, quoi. Donc c'est pour ça que je demande à tout un chacun, oui, c'est vrai que le privé, le fait d'avoir une contrainte de la vaccination qui n'était pas obligatoire, qui devient plus ou moins obligatoire si on veut fréquenter certains lieux. Bon, et je pense qu'il faut faire cet effort-là, qu'on puisse soit avoir un test PCR pour se déplacer le plus souvent possible, soit avoir la vaccination, mais je ne peux pas faire autrement qu'encourager à respecter ces règles-là. Moi, je suis vacciné, je l'ai dit publiquement, j'ai pris les 2 vaccins. Je pense qu'il faut absolument faire un effort pour casser la mécanique de l'augmentation, parce qu'autrement, dans une semaine et demie, on est à 2000 cas si on ne fait absolument rien. Donc il faut casser ça. Il faut qu'on soit solidaires collectivement, parce que à la limite, on se dit, je prends mes responsabilités, je suis anti-vaccin, ce que je respecte les gens qui ont une philosophie anti-vaccin. Mais en fait, c'est pas vous qui êtes concernés seulement. C'est aussi la personne que vous pouvez contaminer. Et c'est surtout la personne qui est proche de vous. C'est-à-dire maman qui a 65 ans, ou papa qui a 70 ans, ou grand-mère, que vous pouvez contaminer. Donc, je pense qu'il y a vraiment à éveiller la prise de conscience par ce biais-là. Un jeune qui prend la responsabilité de s'amuser, il dit, moi, pas les vaccins, je m'amuse, etc. À la limite, je dis, OK, tu décides de prendre ta responsabilité, tu fais. Mais attention, quand tu reviens à la maison, tu ne dors pas sous la toiture, ou pas qu'à dormir à l'auto, ou qu'à dormir, à caille maman, ou caille papa, pour un jeune, je veux dire. Bien sûr. Et si maman et papa prient et puis pâtit, comment tu vas réagir? Je suis extrêmement inquiet. Je m'excuse auprès de ceux qui sont et pour les vaccins, etc. Mais c'est leur droit. Mais je considère qu'il faut absolument protéger les autres. Et pour protéger les autres, il y a un minimum de choses à faire. Et je considère que la situation peut être très difficile, d'autant plus qu'on ne pense pas encore aux conséquences économiques. Parce que les conséquences économiques, pour les artistes qui ont demandé à me rencontrer, je vais les rencontrer rapidement, les aides économiques disparaissent fin juin. Ont disparu fin juin. Oui. Bon. Et donc ces aides-là qui ont disparu, il va falloir que je réussisse à convaincre l'État de maintenir des aides avant Covid. C'est-à-dire avant la sortie de la Covid. Pendant la période Covid, nous avions des aides spécifiques qui permettaient de tenir le coup. On va les perdre. Donc il faut absolument que si la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion se trouvent dans une situation
très difficile. Les personnes et les entreprises les plus fragilisées, je pense aux touristes, les entreprises touristiques, les hôtels, mais aussi les artistes, les restaurants, les bars, qui seront quand même sous contrainte. Parce que si on leur met, si on ne fait pas sanitaire pour entrer manger, c'est pas avec des distanciations, c'est pas le même rendement économique que si Bien vous sûr. recevez tout le monde. Bien Donc, sûr. je me battrai pour qu'on puisse obtenir, j'essaierai, parce que je ne suis pas le président de la République, mais Makai Mandei, pour que maintenir les aides, pour qu'on puisse tenir le coup pour éviter cette quatrième vague. On ne pourra pas éviter la quatrième vague, c'est éviter les conséquences graves de la quatrième vague. Mais Monsieur le Président, il y a quand même un problème pour les EHPAD. Il y a des soignants qui disent ne pas vouloir être vaccinés, quitte à ce qu'ils quittent le travail d'infirmiers ou de ce qu'ils font. C'est le débat. C'est le débat entre je pense que avoir une suspicion, des inquiétudes sur le vaccin lui-même qui a été réalisé dans un délai bref, je trouve ça totalement légitime. La seule chose, c'est que si nous ne faisons pas confiance, un minimum de confiance à la science, et qu'est-ce que nous pouvons faire face à un tel virus? Prenons l'hypothèse où il n'y avait pas de vaccination. L'accélération qu'on a connue qui a fait qu'au niveau national, on avait 63 000 cas à un moment donné, 63 000 cas, l'amplification du système aurait conduit à de très nombreuses personnes qui décèdent. Très nombreuses. Et on aurait atteint l'immunité globale par des morts. Là, on se donne la possibilité d'avoir moins de décès parce qu'il faut amplifier la vaccination. Et je considère que c'est le droit de tout chacun de dire je ne veux pas être vacciné parce que pour telle raison. Je rappelle quand même, il y a eu des vaccinations, il y a 11 vaccins, je crois, obligatoires qui existent, et que souvent, les pandémies ou les épidémies ont été traitées par des vaccins. Je pense franchement, je plaide, c'est pas très populaire de plaider dans ce sens, mais j'ai le courage de le faire, je plaide pour que chacun prenne conscience et se dise, attention, le péril est là, il nous faut absolument protéger les autres et nous protéger. Alors, l'allocution du président de la République hier soir a permis à plus de, je ne veux pas dire de chiffres infondés, mais enfin, en tout cas, Doctolib, ils ont été bousculés par le nombre de demandes. Donc, depuis hier, des endroits où il y avait 20 personnes qui se faisaient vacciner, c'est par milliers maintenant, aujourd'hui. Espérons que votre appel aussi va développer ça en Martinique. Mais c'est une prise de conscience dans l'Hexagone qui est liée à la gravité de la situation. Il ne faut pas oublier que plusieurs pays sont en état de catastrophe sanitaire. La Tunisie est en état de catastrophe sanitaire. Le Japon, qui est un pays très développé, est en état de catastrophe sanitaire. Et donc, ce n'est pas seulement la Martinique et la Réunion. Nous sommes en Outre-mer, allons dire clairement, qualifiés comme les zones rouges, quoi. Mais il y a un problème mondial. Et si nous voulons faire quelque chose, c'est pas de se plier à un dogme, à une doctrine, c'est aussi de prendre conscience que ça peut être grave et que nos proches peuvent être touchés. C'est ça qui est fondamental. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons parlé des élections. Votre façon de procéder, vous l'aviez dit, vous l'avez annoncé, vous avez proposé de prendre dans l'équipe de Jean-Philippe Nélor une de ces propositions pour l'appliquer. Ce n'est pas une main tendue, vous l'aviez annoncé déjà dès le départ. C'est une nouvelle façon de gouverner, ça. Généralement, tout ce que les autres disent, généralement, on ne veut pas en entendre parler et vous tendez la main vers de nouvelles propositions. Et puis aussi, vous avez invité l'ensemble des équipes qui ont posé candidature dès le premier tour à des 7e. C'est une nouvelle façon de gouverner parce que la Martinique a peut-être besoin aussi de se rassembler. Oui, absolument. C'est l'expression, je pense, il y a deux expressions. La Martinique a besoin d'apaisement et d'avancer de manière sereine dans une lutte pour reconquérir les espaces de croissance et de développement économique, lutter contre les inégalités. À mon avis, ce serait inutile de faire le go cowboy, on a gagné, on ignore les autres. Ce serait vraiment ridicule. Vraiment, on a besoin d'être ensemble. Et pour être ensemble, il faut absolument travailler avec le maximum de personnes. Bon, ceux qui veulent vraiment travailler. Bon. Et c'est pour ça que les gestes que nous avons mis en place, réalisés, sont des gestes à la fois d'apaisement, mais de construction. Ce n'est pas seulement apaiser pour qu'on soit tranquille, c'est de construction d'un projet collectif. Et les exemples ne font que commencer, parce que je vais recevoir tous ceux qui veulent être reçus, qui ont fait moins de 5%.
Et ils sont venus d'ailleurs. J'étais très heureux de savoir que Philippe Joc était présent. Je l'ai d'ailleurs salué. Il y avait aussi d'autres personnes. Béatrice Bellé, enfin, ils étaient tous là, je crois. Béatrice Bellé, je ne sais pas si celle-là était là, mais celle-là a demandé à être reçue aussi. Mais bon, pour quelle raison? Parce que l'IOPED, il n'a pas dépassé 5%. Mais il y a une idée, quoi. Il y a un projet. Et quand je parcours le programme de Philippe Joc ou d'autres, il y a des choses intéressantes. Donc il faut discuter, savoir avec Yann Monplaisir, ou Ralph, je ne sais pas quoi, quels sont les projets. Bon, pas y prendre toutes, mais au moins une idée essentielle que je n'avais pas vue, que le peuple a partagée, parce que ce sont des gens qui, cumulés, ont fait 20 000 voix. 20 000 voix, ce n'est pas rien du tout. Ouais. Et donc, le peuple s'est reconnu dans telle proposition. Je reprends. Et c'est cette personne qui viendra dans l'hémicycle, si le président de l'Assemblée est d'accord, il m'a dit à donner son accord, et M. Salibert, pour exposer son projet. De telle sorte qu'on sache que si l'Assemblée vote son projet, c'est projet, c'est pas ta main. Donc voilà un exemple précis. La deuxième chose concernant Jean et Jean-Philippe Ninard, on a actuellement un conseil exécutif qui a que des représentants de la majorité. Bon, c'est une volonté du législateur à un moment donné, c'est une volonté du peuple qui a partagé, puisque ça a été voté dans sa configuration de la consultation référendaire de 2010. Mais je trouvais que ce serait utile que les membres de l'opposition participent à certains moments, une fois par mois, au débat du Conseil exécutif, de telle sorte qu'on puisse prendre une dizaine de sujets, par exemple, et débattre de ça. Donc j'ai demandé à ce que j'ai souhaité que le président de l'Assemblée, qui a un bureau, mais que le bureau est composé de 3 membres de la majorité et 1 membre de l'opposition, ce sont les règles de calcul, on pourrait ajouter un membre de chaque opposition nous représenter, et que tous les mois, on rencontre tout le monde. Comme ça, chacun pourra dire, moi, pas d'accord avec ça, moi, d'accord avec ça, je propose ça, je considère que, mais mieux, je suis informé d'eux. Parce que l'essentiel, c'est que la transparence puisse prévaloir à l'opacité. Que celui qui est en réunion avec moi soit parfaitement au courant des sujets. Oui. Bon, que cette personne aille nous critiquer par la suite, c'est la politique, c'est la vie politique. Ou que cette personne puisse valoriser une idée à modifier, c'est une très bonne chose qu'on puisse ouvrir la porte de la démocratie. Mais d'après les chiffres que vous donnez là, Monsieur le Président, vous risquez, votre bureau risque d'être minoritaire? Non, mais c'est pas, on ne peut pas être minoritaire, on est 9. Et plus les 3, ça fait 11, ça fait 12 personnes, et il y a 3 membres de l'opposition. Donc il n'y a pas de, et puis il n'y a pas de vote. C'est simplement un débat pour informer. Consultatif. Oui, il n'y a pas de vote. Donc on est vraiment dans une situation assez confortable en termes de gouvernance, parce que le peuple a quand même voté, il choisit un monde. Oui. On ne peut pas aller à l'inverse du sens peuple aller. Et si moi mettez monde qui est majoritaire par rapport à ce que le peuple a décidé, il y a une possibilité de gouverner ou mettez monde qui a dominé. Ouais. Donc il faut quand même ouvrir la porte sans pour cela déstabiliser le choix du peuple. Alors je crois que ce serait intéressant aussi de dire 2 mots du président Salibert, Lucien Salibert, ancien maire du Mont-Nevers, un homme très calme, très souriant. Je l'ai écouté lorsque Philippe Edmond Mariette a expliqué certaines choses. Et ça, son calme, à un moment donné, on s'est demandé, je me suis demandé à un moment donné, mais est-ce qu'il a raison, l'avocat en train de dire ça? Et après, lorsqu'il a donné la réponse, de manière très calme, gentille, et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas eu de cancan, en fait, voilà. Il n'y a pas eu de cancan. Ah, sa réponse était magistrale. Ah, oui. À la fois dans l'attente, ce qu'il a laissé s'exprimer le conseiller territorial Philippe Edmond Mariette. Il a pris son temps pour parler, donc il a laissé parler. Il aurait pu l'interrompre. Ouais. Et deuxièmement, il a répondu avec beaucoup d'élégance, beaucoup de classe et beaucoup de fermeté. Et sans doigt pointé. Surtout sans doigt pointé, etc. Non, je pense que c'est ce ton-là. L'autorité peut exister par la force du verbe, de la parole, de la tranquillité de la réponse, et pas l'insulte et l'injure. Ouais. Bon, ça peut arriver qu'on a un capati en bouchou, mais il ne faut pas que ça arrive tout le temps. Quoi. C'est un peu ça. Et Lucien a donné le ton, et c'est ce ton-là qu'on a gardé d'ailleurs au cours de la 2e plénière. Ça a été pareil. C'est le même ton, la précision, la connaissance.
pour arriver à ce niveau-là, et l'assurance même de la réponse, c'est parce que vous possédez vos sujets. C'est très important. Si vous ne possédez pas le sujet, tu es tout cas troublé, là on y a une attaque comme ça. Tu es dans le vide, et ou qu'on finit par dire une bêtise parce qu'on n'a pas une réponse technique là. Bon, quand vous avez la réponse technique, ça peut aussi donner l'impression que vous êtes un technocrate et un arrogant. Ça donne ce sentiment-là. Mais je préfère à la limite cette posture de Lucien qui a consisté à bien maîtriser sa réponse, le ton, la voix, les mots, le verbe. Et il a été ferme, mais dans la tranquillité parce qu'il savait ce qu'il avait à dire. C'est pour ça que nous sommes sous cette ligne-là. Il faut connaître parfaitement votre dossier quand vous rentrez dans l'hémicycle. Bien. Et de telle sorte que si vous êtes attaqué, vous apportez la réponse politique, technique, comme vous voulez, économique, sociale, mais pas faire attaque contre un individu parce que monsieur Panichivé, t'as Igro, t'as Piti, t'as ceci, la vie, attaquer dans les personnes, ça n'a pas de sens. On peut avoir un moment chaud, mais pas tout le temps, quoi. C'est très important. Alors, vous avez énormément de sujets qui vous attendent, tels que Seguino, essayer de régler le problème d'eau. Il y avait une délibération qui avait été prise. Enfin, je ne sais pas comment vous allez gérer cette histoire, mais est-ce que vous y appelez déjà, Monsieur le Président? Oui, absolument, depuis le premier jour, parce que je suis dessus. On travaille beaucoup sur cette affaire de l'eau. Oui. Donc, je ne peux pas tout vous dévoiler. Oui, bien sûr. Mais vous avez plusieurs pistes possibles, dont la délibération qui a été votée par l'Assemblée. Précédente, qui a été votée. Nous expertisons juridiquement, nous expertisons techniquement, j'insiste beaucoup, et on expertise aussi financièrement parlant. Parce que ce n'est pas seulement la question du passage sur les terrains agricoles, et il s'agit aussi du coût de l'opération. Et là, bon, je commence à rentrer dans le dossier technique, je découvre des choses. Bon, on va aborder ça strictement dans l'intérêt du peuple martiniquais. On ne va pas aborder ça pour régler des comptes avec qui que ce soit, ni les adversaires d'aujourd'hui qui étaient à la gouvernance. Je ne veux pas rentrer dans le passé, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il me faut absolument, par ma parole, quand je vais indiquer la solution, que la solution soit faisable, réalisable, financièrement, techniquement, humainement. Et c'est dans cet objectif que je suis. Mais pour cela, il me fallait, moi là, depuis des semaines, et j'y travaille pratiquement tous les jours, j'ai réunion tout à l'heure encore sur ce sujet-là, pour que je sois bien carré par rapport à l'orientation qui sera prise, à la décision qui soit prise. Mon souhait, c'est d'aller le plus vite possible, pouvoir réparer, faire des travaux. Mais il n'y a pas que ça. Parce que derrière ça, on y travaille encore. Il y a, à mon avis, sur le chantier plan d'urgence qu'on va décliner avec tout le monde, qu'on va réunir pour les 230 millions d'euros de travaux à faire sur les 3-4 ans qui viennent. La machine sera lancée dans ce sens. Ça demande un bouclage du financement. Bien sûr, parallèlement, nous avons terminé l'organisation de la gouvernance politique. On a installé l'Assemblée, les commissions, l'exécutif, etc. Là, on passe aux nominations dans des instances extérieures. Et puis, il va falloir, bien sûr, que j'attaque parallèlement, mais ça va continuer, la réorganisation de la gouvernance administrative et technique de la collectivité territoriale. Ça, on y travaille déjà, mais c'est le troisième temps, ma troisième ou quatrième semaine, ce serait sur la réorganisation de la gouvernance pour qu'on ait à la fois une gouvernance qui soit en cohérence par rapport au projet politique et par rapport aux personnes qui vont devoir animer, soit au conseil exécutif, soit en tant que président de commission. Vous allez faire un organigramme? Ça, c'est obligatoire. Et bien entendu, ça ne peut pas être le même organigramme, mais c'est obligatoire. Comme nous allons faire un règlement, le règlement de fonctionnement entre conseil exécutif et assemblée, le règlement du fonctionnement politique de la gouvernance, nous sommes obligés de faire un règlement 1 mois après mon élection. 1 mois, c'est le délai légal. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas faire un règlement complet en 1 mois, parce que nous avons décidé d'avoir un pôle de juristes de l'Université Antilles-Guyane, avoir des avis de personnalités qui ont mené des actions, comme Claude Lise, par exemple. On prendra plein d'avis.
Et on devra avoir une commission ad hoc qui sera constituée avec des élus de l'opposition, de telle sorte qu'on construise. Je me donne 4 mois, pas plus que 4 mois. 4 mois. Bon. Mais en attendant 4 mois de débat, il faut mener un règlement. Donc on fera un règlement transitoire, provisoire, en intégrant déjà les propositions que j'ai formulées, que vous avez indiquées au début, mais ce sera simplement transitoire. Il se donnera 4 mois. D'ailleurs, l'ancienne équipe avait fait pratiquement pareil. La seule chose, le règlement transitoire était resté définitif, mais je ne veux pas que ce règlement transitoire reste définitif. C'est pour ça que 4 mois à partir de août, septembre, octobre, novembre, et fin novembre, il faut qu'on rebattre les cartes et on présente à l'Assemblée le règlement définitif. Alors, vous avez beaucoup de concertations, vous recevez beaucoup de personnes. Ouais. J'ai cru comprendre que dernièrement, vous avez reçu les agriculteurs, vous allez... Enfin bon, je n'ai pas de caméra là, c'était Monsieur le Président, mais en fait, je sais que vous êtes en pleine négociation, concertation avec beaucoup de personnes. C'est vraiment votre nouvelle façon de procéder. Alors, je m'excuse auprès de la population parce que peut-être qu'on a l'impression que je ne reçois pas suffisamment parce que j'ai énormément de demandes. Mais je quitte ma fonction de parlementaire où je recevais à Redoute, à Mout, près du stade Serge-Rouge. Comme j'ai quitté ma fonction de parlementaire, je ne peux plus recevoir là. Donc il faut un temps, de me laisser un petit temps d'organisation pour que j'organise l'accueil du public chez nous, à la CTM. Pas moi seulement, parce qu'on est très nombreux comme élus, donc j'exigerai que chacun réserve un moment d'accueil du public, chacun. Si on est élu, c'est pour le peuple-là. Donc, c'est pas la peine de dire qu'on va être en bureau par recevoir personne. Donc, j'aurai un agenda d'accueil de tout un chacun. Chaque monde a choisi jour il est. Et puis, choisi dimanche matin, ça c'est problème. Mais il a choisi jour il est pendant 1 heure, 2 heures. Chaque élu doit recevoir des gens. Chaque élu. Dans le bureau, etc. Et je veux avoir le planning. Et parce que c'est quelque chose qui est fondamental. D'autant plus que nous avons des choses à décliner, on a des gens qui sont en situation extrêmement difficile, et si jamais on n'a pas une organisation comme ça, et tous mes camarades sont d'accord là-dessus, tout va revenir vers moi seul. Je ne pourrais pas recevoir tout le monde pour tout le monde. Donc, je pense que c'est pas le seul à signer les parapheurs. Ah non, il y aura une organisation des délégations de signature bien précise, bien mesurée et bien contrôlée. Parce que si vous avez une délégation de signature pour pas ni mécanisme de contrôle derrière, il n'y a un problème. Parce qu'après, c'est vous le responsable. Mais bien entendu, le premier ministre qui a crié, c'est moi. Donc il y aura des délégations de signature, mais nous allons bien travailler là-dessus avec des mécanismes de contrôle, parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir n'importe quoi. Et attention, pour faire une erreur, tout le monde en l'air, quoi. Bon. Mais c'est très important de ne pas vouloir tout signer soi-même, quoi. Alors, on a fini, puisqu'on me fait signe que c'est terminé, mais je vous ai vu faire de l'aïeul ce week-end au Robert avec Félix Mérine, qui est d'ailleurs conseiller exécutif. Ça a été passionnant comme aventure. Il y avait 2 objectifs dans cette manifestation. Premièrement, faire un gros monde fayol. Un bout de la traînelle. Pas ni l'arrivée de la traînelle. Non, mais attendez, Monsieur le Président. Sans gros monde. Oui, mais bon gros monde fait Félix Mérine monter, gros monde et puis il hein. Ah oui, c'est vrai. Il a fait. Il a fait. Donc, c'est nous qui invitons. Mais là, il veut gros monde, il pas de mais pour te mettre là, ni la rivière. Il mettait dans la rivière. Ouais, moi, j'aime beaucoup les rivières du gros monde. Pêcher cribiche et puis la famille. La piat aussi. À l'époque, la piat était mangeable. Mais en fait, la première chose, c'était que je puisse pratiquer un petit peu avec Félix, parce que je tiens vraiment à ce que ce qu'on a dit soit une réalité. Donc, je voulais exprimer cette réalité-là sportive et de la résistance, parce que mon papa a un fayol, donc vraiment les bois dressés. D'ailleurs, mon tombe de l'eau, heureusement, pendant le bois dressé, Félix rattrapé moi. Mais pendant 2 heures, Félix dit, mais vous trappez tout le monde de la bagaille, grain gros, grain petit, grain, etc. On a eu du vent, c'était très dur à un moment donné. Mais je suis très content parce qu'on a tenu bon, et m'en arrivé à terre. Et les équipiers étaient très contents aussi. La deuxième chose, c'est instaurer un état d'esprit. L'esprit YOL. L'état d'esprit de la résistance, de la résilience, de la combativité, de l'unité, du partage. C'est tout ça que Georges-Henri Lagier et Félix ont voulu imprimer dans la campagne. Et pour nous, c'est essentiel d'imprimer cet état d'esprit-là dans les politiques de développement. On a franchi cette étape psychologique de dire il faut s'approprier cette richesse
collective, parce que c'est une invention, c'est une créativité, c'est du sport, c'est du patrimoine, c'est de la culture. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que le premier de bord, celui qui lie l'eau et la mer et les écumes de la mer, les vagues, les traces noires, les traces blanches, etc. Le gars est en train de lire, il était qu'à lire un livre, le gars est comme ça, et puis il donne des ordres aux autres. Pour voir un gars venir à gauche, à droite, etc. C'est magnifique. Ces termes-là qui sont propres à l'Aïol, c'est de l'inventivité locale. Donc si nous pouvons, au-delà même de ce que Félix va faire, parce que c'est lui le patron de la mer en Martinique, au sens global du terme. En tant que conseiller exécutif. Il est conseiller exécutif. Et puis on a Marie-Hélène qui est président de la commission pêche et mer, mais en tant qu'assemblée. Donc il va définir une politique globale. Ils vont définir une politique globale. C'est très important. Au-delà de ça, il faut diffuser cette richesse patrimoniale du comportement humain pour qu'on réinstaure l'esprit collectif en Martinique. Parce qu'un pays qui n'a pas de culture du développement propre, c'est un pays qui a vogué tout partout, il pas des gouvernails. Bon. Donc c'est cet état d'esprit que je veux faire rayonner dans l'école, à tous les niveaux, dans la formation, dans les entreprises, et dans l'art, dans la musique, etc., dans le culinaire, traduire cet esprit de résistance et de conquête qu'il nous faut absolument avoir, parce que tout seul, je peux avoir une volonté, aller très très vite, mais si le peuple n'a pas partagé culture avec moi-même, on pas aller, quoi. Et pour terminer, Monsieur le Président, un petit mot pour nos frères haïtiens qui ont perdu leur président assassiné. Oui, très triste, très, très triste. Haïti, pour nous, c'est la lumière de l'indépendance, c'est là où la négritude c'est mise debout, c'est-à-dire l'esprit de libération. Moi, je suis vraiment très triste. Ce qui s'est passé, je n'ai pas d'analyse à faire sur Moïse, pas Moïse, et sa conception politique, mais qu'on a un assassinat comme ça qui se fait par des personnes qui viennent de l'extérieur pour tuer des gens. Haïti mérite vraiment notre amitié, nos condoléances et nos pensées très sincères. Je suis très triste pour Haïti. Maintenant, il faut absolument accompagner ce pays encore. Il ne faut pas du tout que les Américains, les Européens se mettent en posture de paternalisme vis-à-vis d'Haïti. Ils ont leur propre puissance intellectuelle. Je souhaite vraiment qu'Haïti s'en sorte et nous ferons tout pour apporter notre toute petite contribution. Dernière chose, je voulais dire un petit mot pour les Matininos, parce que ils ont fait leur premier match. J'ai regardé le match, ils ont été très bons, hein, parce que le Canada, c'est le Canada, quoi. C'est un pays avec des compétitions internationales multiples, avec des joueurs de très grande qualité. De voir les Martiniquais ouvrir le score et mener 1-0, bien sûr, ils ont été rattrapés après et bon, ils ont eu une défaite, bien sûr, mais c'est pas. Il y a des défaites et des défaites. Moi, je trouve que c'est un très bon comportement. Il faut que les Martiniquais soient très fiers de leurs joueurs de football. Alors, vraiment, Manila, le dernier mot. Alors, Serge Letchimine, président de la CTM, Gabriel Serville, président de la CTG, Harry Chalus, président de la région, 3 jeunes. Est-ce que vous allez vous rencontrer bientôt pour pouvoir dresser des projets ensemble pour ces 3 départements? On se voit dans un petit moment, dans la journée, on est en visio, on commence à discuter déjà. Harry, c'est quelqu'un que je connais très très bien, on était parlementaires ensemble. C'est un vrai lutteur, hein, c'est un bagarreur, un type qui avance très vite. Et Gabriel, c'est un autre caractère, mais plus pesé. Bon, malheureusement, les personnes qui ont perdu sont aussi des copains, des amis que je salue. Mais bon, il faut vraiment que Martinique, Guadeloupe et Guyane travaillent main dans la main. Donc, Harry, on a déjà fixé le principe avec Harry d'une rencontre. Ça se fera en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique. On n'a pas j'ai pas eu Gabriel, je lui ai envoyé un petit mot. Donc, je pense qu'il ne sera pas opposé. On choisira tous les 3 le lieu et on va tourner. Si c'est Martinique, tout à l'heure, la prochaine fois c'est Guadeloupe, on tournera. Mais c'est très, très, très important de parler d'une seule voix. Et ça, on va trouver les moyens sur quelques sujets pour rencontrer le gouvernement et le président Macron sur ceux qu'on n'accepte pas ou ceux qu'on veut et ceux qu'on peut tolérer ou accepter. Nous sommes dans une république de droit. Moi, je respecte la République, mais il faut absolument qu'on puisse trouver l'arrêt là qui va permettre nous d'avancer sur 2 ou 3 dossiers. Donc, l'Ordécon, on a dit ça franchement,
et chimériens qui nous prend là, ça ne me convient pas, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de mutation économique. Et je l'ai dit publiquement, je ne cesserai pas de le dire, sur la question de la dynamique du désert médical. Je ne peux pas accepter que la Martinique soit un désert médical. Sur la question des jeunes, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Sur la question du développement des actions liées à la lutte contre les inégalités, et plus particulièrement les personnes âgées. Il y a un volet qui nous concerne, c'est la réforme de l'APA, et aussi pour les handicapés de la PCH, pour qu'on soit dans une dynamique beaucoup plus rapide. Je demande au peuple de me donner un petit peu de temps quand même, parce que moi, je suis une débatteur. Et puis, les grandes questions de la croissance et du développement de la Martinique passent par une approche différente des fonds européens sur la mutation agricole, mais aussi des espaces de respiration en termes de culture et d'identité qu'il va falloir mettre en place. Et ces revendications peuvent être multiples. Bien sûr, il y a des différences entre la Guadeloupe et nous. On va les assumer. Vous allez peut-être remettre en route le bureau à Bruxelles. On verra. On verra. J'avais fait cet exploit d'avoir un bureau à Bruxelles. Commencer à porter ses fruits parce que, je répète, nous émergeons que sous les fonds structurels. C'est-à-dire FEDER, FEOGA, FEAMP, ce sont les termes pêche, agriculture, comme ça. Mais nous ne pouvons pas émerger du tout sous les fonds d'initiative de l'Europe, qui sont aussi des fonds de subvention ou des fonds tout court d'avance ou de prêt à des taux très bas. Donc ça demande ce qu'on appelle très technique, une ingénierie financière, c'est-à-dire une politique du financement qui soit différente du standard du financement classique, régie. Et donc si on peut faire quelque chose, est-ce qu'on remettra sur place à Bruxelles ou à partir de Paris, j'en sais rien, mais il faut absolument qu'il y ait des négociateurs là-bas qui négocient et qui nous informent régulièrement sur les fonds qui sortent pour les capter. Et parce que sur le bout on va en capter, quoi. Donc on est resté sur un standard de gestion de fonds classique, mais on ne va pas chercher les autres fonds qui pourraient nous permettre de mieux investir en Martinique. Tout ça pour le bien de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, plus long que d'habitude pour cette émission, mais en tout cas, vous aviez encore plein de choses à dire, donc vous reviendrez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon courage. Merci. Et merci à Manuela pour sa patience.